Bonjour, moi, Chiffre qui revient pour le Focus Enfant comme tous les jeudis et vous nous avez accompagnés depuis le début de l'année du Absolument. nourrisson, du nouveau-né jusqu'à l'adolescence et aujourd'hui vous allez nous parler de la famille. Absolument. D'abord, bonjour à tous les petits citoyens tunisiens, à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, et bonne année à tous et à toutes. On ne sait pas aujourd'hui si c'est couscous ou mlokhia, Amina. Ah, ça dépend. Moi, je Ça suis doit- plus team mlokhia, mais j'ai pas commencé hier, donc je sais pas, peut-être on Ben, le mangera à 22 heures. c'est le dilemme de toutes les familles tunisiennes avec on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, donc on n'arrive plus à s'organiser. Qu'est-ce Et qui est meilleur pour les enfants? La mlokhia ou le couscous? tout est bon. Tout est bon. Tout est bon à prendre, en sachant que les enfants adorent le mlokhia en général. Oui, on vient au terme de notre cycle et on a accompagné les enfants et les familles tout au long de cette année, depuis le mois d'octobre jusqu'à la fin de mois de juin. Et on a vu les enfants grandir, devenir adolescents et avec toutes les problématiques et tous les plaisirs et tout le bonheur qu'ils donnent autour d'eux, parce qu'avoir des enfants, c'est aussi avoir plein de bonheur. Faut pas Ah l'oublier oui. non plus. Mais on a vu tout au long de cette saison que tout tourne autour de la famille. Et cela nous donne ô combien la famille est importante pour le développement des enfants, pour leur équilibre, pour qu'ils puissent s'épanouir, pour maintenir de bons rapports, pour offrir protection, pour offrir de l'amour, pour offrir du partage, pour offrir beaucoup de sécurité, beaucoup d'assurance. Et ce sont les éléments essentiels pour permettre à chaque enfant de s'épanouir et de trouver sa propre voie dans la vie. Et on le sait, c'est à l'État, toujours, puisque nous sommes défenseurs de droits, c'est à l'État de soutenir cette famille qui est la cellule constitutive de la société. Et c'est même inscrit dans la Constitution et cela donne une obligation à Et là, vous l'État. parlez de la famille mononucléaire. On parle de la famille en général. Et on va y venir précisément c'est tout de suite après. De quoi on parle quand on parle de famille? Eh bien, la famille n'est pas définie dans la loi tunisienne. C'est peut-être un bien, et je pense moi que c'est un bien que ce ne soit pas particulièrement défini, parce que cela aurait été réducteur, parce que le législateur et la plupart des intervenants politiques dans notre pays considèrent la famille comme étant cette cellule nucléaire constituée par papa, maman, Maman. liée par le contrat du mariage. Et quand on parle de famille, on s'adresse à cette famille-là. Et pourtant, la famille a beaucoup évolué dans notre pays précisément, comme elle a évolué aussi de par le monde. Oui, oui. Et elle évolue et elle change en fonction des traditions et des usages de chaque société. Le concept de famille n'est pas le même, n'est pas universel partout dans le monde. Eh bien, chez nous, puisqu'on parle de chez nous, la famille a beaucoup évolué. D'abord, c'était ce grand rassemblement qui unissait les oncles, les tantes, les Les grands-parents. cousins. Absolument, c'était fantastique, c'était une tribu. Et puis petit à petit, avec l'évolution de nos mœurs, c'est devenu une famille nucléaire et on le sait, plus de 80%, la famille est constituée de papa, maman et de 2 enfants. Et ce qu'on est en train de constituer maintenant, c'est que la natalité est en train de baisser. Oui. Donc, Oui, oui. la population est en train de vieillir et on a vu lors des dévoilements de dernières statistiques de l'Institut national des statistiques que notre pyramide des âges a beaucoup évolué et que la petite enfance n'est pas cette base aussi large qu'elle l'était il y a une dizaine d'années. C'est la population moyenne qui constitue le gros de notre pyramide. Il ne s'agit plus d'une pyramide, c'est devenu une gargoulette. Hein, et c'est le ventre de la gargoulette qui est notre préoccupation aujourd'hui, qui constitue à la fois les jeunes et les couples jeunes, les adultes, toute cette jeunesse qui est formidable. Mais qu'est-ce que l'État est en train de fournir à cette nouvelle famille dans laquelle on trouve des familles monoparentales, on parle beaucoup de la fréquence anormale des divorces lors de la première année de mariage et souvent il y a un enfant en cours ou il y a déjà un enfant qui est né. Donc il y a beaucoup de Faut familles gérer, monoparentales oui. à gérer et dont les mœurs, dont le mode de vie a évolué et a changé par rapport à avant. Les liens entre le papa biologique, la maman biologique qui sont séparés et cet enfant qui se trouve au milieu. Et malheureusement, la loi
sur à qui va avoir le droit de prendre en charge l'enfant après le mariage n'a pas beaucoup évolué. Oui. On l'a dit lors de certaines émissions ici, il y a un formidable changement dans le sens où il y a, quand on parle de famille monoparentale, on pense toujours à ces femmes célibataires qui élèvent seules leurs enfants. Et on a vu Que les émerger, papas, ah oui, absolument, les c'est super formidable, papas. les super papas qui viennent à l'Institut national de protection de l'enfance et qui réclament cet enfant né hors mariage et qui assument pleinement. Et donc les familles monoparentales, et nous espérons que ce phénomène va se développer et augmenter, il ne s'agit pas uniquement et nécessairement d'une maman qui élève seule. Il y a eu un drame, Emina, il y a quelques années, et c'est un drame qui se renouvelle, qui a ému toute la population. Vous vous rappelez de ces mamans agricultrices qui sont parties dans la région du Nord-Ouest et lors d'un accident, il y a eu un grand nombre de décès Et le village de ces presque a femmes. été... Absolument. Et nous, en tant qu'association de défense des droits de l'enfant, nous nous sommes déplacés quelques semaines après pour aller voir que sont devenus les enfants de ces Orphelins, familles. Et on s'est rendu compte que ces familles étaient issues de femmes étaient issues du même douar. Et que dans ce douar, eh bien malheureusement maintenant on a des papas seuls Ouais. qui élèvent seuls leurs enfants. Et quand on a essayé de voir des mécanismes pour essayer de les soutenir, on s'est rendu compte que tous les mécanismes qui étaient mis en place pour soutenir les familles vulnérables s'adressaient aux femmes, ils ne s'adressaient pas aux papas. Et donc on n'avait pas trouvé de mécanisme institutionnel spécifique pour venir en aide à ces papas veufs qui se retrouvaient seuls avec leurs enfants, qui n'avaient pas un emploi stable et fixe. Eux aussi étaient des ouvriers journaliers, des ouvriers agricoles, des ouvriers du bâtiment, et se retrouver sans couverture sociale, sans aide, sans soutien à gérer une famille et parfois même des nourrissons, et ils étaient seuls. Et même dans le voisinage, étant donné que les femmes, toutes les femmes, Personne beaucoup ne de ces pouvait femmes sont parties vraiment... malheureusement en même temps, il n'y avait pas cette solidarité locale et ils se Et le retrouvaient deuil, et le vraiment deuil, et le des- deuil. Donc on se rend compte que nos mécanismes de réponse aux familles ne s'adaptent pas à cette nouvelle évolution de la famille en Tunisie. Tout ça sans parler des familles recomposées, Emine. Puisque Ah, oui. des femmes veuves ou divorcées avec enfants vont se lier et se marier avec C'est d'autres naturel, personnes bien qui sûr. ont d'autres enfants et qui vont avoir eux-mêmes des enfants, et on a l'émergence de ce qu'on appelle comme famille recomposée. Donc l'approche pratique sur le terrain doit évoluer et doit changer, et on doit essayer de trouver des réponses à tout cet éventail de familles vulnérables pour que réellement on puisse garantir un développement équilibré à tous les enfants sans discrimination et en étant absolument inclusif. Et Donc, surtout, excusez-moi de vous interrompre, surtout que souvent c'est la mère qui a la garde des enfants, donc Oui. elle se retrouve avec ce mari dont les enfants sont gardés par son ancienne épouse, et en fait, peut-être que les enfants qui sont chez la maman se disent, ah bah il élève l'enfant de sa nouvelle femme, et il n'a pas assez de temps, on le voit une fois par bien semaine. sûr, cela crée des jalousies, cela crée des tensions, cela crée des difficultés. Et malheureusement, même si le mariage n'a pas été réussi, on n'est pas capable aujourd'hui, je le dis pleinement, de réussir le divorce. Ça veut divorce, dire que même si on s'est séparé en tant qu'adulte, de garder ce même schéma positif du papa et de la maman, et de ne pas projeter toute sa hargne contre son époux en alimentant les enfants avec Et des en ondes les négatives ouais. pour les impliquer dans un conflit parental dans lequel ils n'ont aucune responsabilité. Donc on a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il y a tout un programme qui a été initié par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, mais qui reste vraiment embryonnaire. C'est l'éducation parentale. On l'a dit, du fait de l'éloignement des jeunes de cette grande famille tribale, il n'y a plus de transmission générationnelle de certains comportements avec les enfants. Donc souvent, les jeunes mariés se retrouvent face à un bébé seul dans un petit studio ou un appartement dans une cité quelconque, et ils n'ont pas à qui s'adresser pour savoir comment il faut faire. On n'a pas été éduqué, on n'a pas été préparé. Souvent, quand vous voyez les jeunes qui préparent leur mariage et qui préparent leur nid d'amour,
Il prévoit une chambre à coucher, il prévoit une salle de réception, mais jamais, jamais il ne prévoit d'avance un espace pour un bébé qui malheureusement est là 9 mois ou 10 mois après le mariage. Donc il faudrait aussi apprendre à ces jeunes à s'apprivoiser, à essayer de surmonter les premières crises de cette vie à deux La première avant année. d'entreprendre. Et on a tous les moyens pour programmer les naissances, pour éviter ces déchirements qui s'accentuent à la naissance du bébé et toutes ces frustrations de ces femmes qui croyaient trouver dans le mariage une liberté et une affirmation de soi et qu'elles se retrouvent embrigadées dans un héritage culturel, dans un rôle de maman qui efface absolument son statut de femme pour qu'elle puisse s'épanouir et entamer toute sa vie selon ce qu'elle rêvait. Il y a aussi au sein de cette famille une nécessité qu'on n'aborde pas suffisamment, Amine. Si on y a une nouvelle répartition des rôles dans la société des hommes et des femmes, et on voit les femmes vraiment partout, dans tous les domaines qu'on croyait particulièrement masculins, on voyait des conductrices de poids lourds, on la voit dans le bâtiment, chauffeur de taxi, on la voit partout, et c'est tant mieux. On ne souhaite que ça et c'est une spécificité tunisienne dans la région, que ce soit dans l'Afrique ou dans la zone des pays arabes. Donc c'est une fierté pour nous. Et pourtant les choses n'ont pas évolué. Et même en Occident, il y a des documentaires qui montrent la conductrice. Mais même là-bas, c'est pas si évident. Ce n'est pas aussi généralisé au sein des différentes sociétés. Eh bien malheureusement, au sein de la famille, les rôles ne sont pas beaucoup évolués. Et même parmi les jeunes, après le mariage, les répartitions de rôles, toutes les tâches ménagères sont à la femme, élever les enfants revient aux mamans, et les possibilités de loisirs, de plaisir, de divertissement, de sport se restreignent, et elles ont très peu de temps pour s'épanouir, et elles se retrouvent dans un état de stress monumental qui va finir par retentir non seulement sur elles, mais sur la vie de couple et sur les enfants après, plus tard. Ce qui amène à ce que, je suis désolé de le dire, mais beaucoup de la violence qui s'abat sur les enfants et qui est un phénomène absolument insupportable en Tunisie, puisque plus de 83% des enfants sont victimes de violences dans notre pays. D'accord. Donc ça touche toutes les couches socio-culturelles. Et ceci est dû à cet état de stress dans lequel se retrouvent les mamans devant ce rôle nouveau pour lequel non seulement elle n'a pas été préparée et outillée par le faire, mais en plus parce qu'elle retrouve, elle, le maillon le plus faible dans la société, obligée de subir ce diktat, d'être à la fois une femme moderne dans en société, mais d'avoir toutes les responsabilités traditionnelles à la maison, et c'est impossible de jouer les deux rôles à la fois, donc cela retentit sur son bien-être et cela engendre un stress et une réponse violente à tous les petits incidents de la vie qui peuvent survenir dans le quotidien. Parce qu'elle est épuisée. Absolument, cet état d'épuisement a des conséquences. Donc nous devons revoir cette répartition des rôles. Et l'éducation parentale ne devrait pas venir après le mariage. Donc c'est quelque chose à laquelle on devrait préparer. Il y a aussi dans la loi quelque chose d'essentiel qui est venu dans la loi de la violence intégrale faite pour protéger les femmes, où on a décidé que la maturité sexuelle est à 16 ans. Ben, que fait l'État pour amener cette maturité sexuelle chez les garçons et les filles dans notre pays? Nous avons une famille qui reste malgré tout une famille qui est conservatrice et traditionnelle, qui ne peut pas aborder ces sujets avec beaucoup d'aisance à l'intérieur de la maison, et cette loi qui a été décidée par l'État, eh bien, il incombe à l'État de mettre les moyens nécessaires pour amener progressivement non seulement cette maturité sexuelle, mais pour améliorer un changement dans la relation des filles et des garçons, des jeunes femmes et des jeunes gens, pour qu'il y ait une nouvelle répartition des rôles au sein de la famille, pour que les hommes acceptent dans leur modernité non seulement d'avoir des rapports différents dans la rue avec leurs collègues et leurs amis, mais aussi d'accepter d'évoluer dans leur rapport dans la maison et de discuter autour de cette répartition de rôles. Qu'est-ce qui te revient à toi? Qu'est-ce qui me revient à moi? Pour que l'on puisse avoir une vie équilibrée et heureuse. Et nous trouverons certainement le moyen
à la saison à venir pour aborder pleinement cette problématique. Donc je vous dis au revoir pour le format de Focus Enfant. Nous allons retrouver pendant toute la saison estivale un autre format avec des spots quotidiens, en espérant vous retrouver la saison prochaine avec une nouvelle problématique et un nouveau sujet qui, je l'espère, suscitera votre intérêt à tous. Merci beaucoup, docteur Mouaz Cherif. On vous retrouve donc tous les jours à partir du mois de juillet pour des petits conseils, des réflexions sur l'éducation des enfants. Alors nous, on passe très très vite au vrai et du faux à l'été après la césarienne. On va voir. Focus Enfant par Mouaz Cherif. Focus Enfant, Focus Enfant. RTCI, la plus belle des radios. Chaque dimanche, préparez-vous au barbecue